Donc Sophie, je te laisse faire un petit mot d'introduction, si tu veux. Merci. Donc aujourd'hui, c'est Pascal Gontier, qui est architecte, qui va vous présenter tout son travail Home. Home, c'est pas simplement un concept, mais il a mis au point le concept, il a écrit un livre, il a mis au point une méthode. Et maintenant, il en est à l'expérimentation, la réalisation. Et il va nous expliquer tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon de faire intervenir chaque habitant pour son logement. Mais ce n'est pas du participatif, au sens, c'est pas de l'habitat commun, mais c'est de l'habitat. Enfin, Pascal va trouver les bons mots et je lui laisse la parole, c'est plus rapide. Voilà, son livre aussi, il est en vente chez Muséo, pour ceux que ça intéresse. Merci Sophie pour cette introduction, cette présentation. Et puis, merci à tous et à toutes d'être là. Je vais donc partager l'écran. Partager. Vous voyez bien l'écran? Ouais. C'est bon? Ok, bon, très bien. Alors, je vais vous raconter effectivement un petit peu l'histoire de Home. Alors, Home, c'est veut dire habitat ouvert et sur mesure. Et c'est le nom du livre donc, qui a été publié maintenant déjà il y a quelques années, puisque c'était en mars 2018. Oui. Mais je vais vous présenter plus particulièrement le concept de Bob, qui veut dire exactement la même chose en anglais, puisque ça veut dire Bespoke Open Building. Et c'est le concept que j'ai développé dans ce livre et que je continue à développer. Alors là, je commence par une image que vous connaissez sans doute, qui vient d'ailleurs d'un livre que vous connaissez aussi. Je pense que ça vient du livre de Dominique Cosa-Muller sur l'architecture écologique au début des années 2000. Et là, il s'agit d'un bâtiment qui se trouve, qui est de l'habitat coopératif, que j'avais visité au début des années 2000 et qui a été réalisé par un architecte que j'apprécie beaucoup, qui est Michael Gies, et qui ensuite est devenu une référence en matière d'habitat participatif, avec plusieurs opérations, je crois, en France. Et ce qui m'avait surpris, outre les grandes qualités énergétiques notamment, c'est du passive house, il y avait plein d'innovations dans ce bâtiment, mais c'était aussi le fait que derrière son apparence tout à fait urbaine et homogène se cachait une grande diversité de logements et que ça se traduisait en façade également par une façade qui n'est pas régulière. Alors il y a des balcons réguliers devant, mais en fait chacun a dessiné son logement, mais également a positionné ses fenêtres. Ce qui donne aussi une expression de l'habitat vers de l'individualité dans un ensemble collectif. Donc à partir de là, ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, l'habitat coopératif, c'est super. Et puis, j'ai eu des retours d'expérience de pas mal d'architectes qui m'ont dit, oui, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord sur quelque chose. L'architecte, il en barre un peu et ça peut prendre beaucoup de temps, etc. Et puis, je me suis dit, bon, c'est très, très bien, mais le désir de personnalisation qui est ce qui ressort de ça, c'est autre chose que le désir de créer un groupe, d'acheter ensemble un bien et d'ensuite en poser des départs. C'est une autre expérience. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible et qu'il y en a un qui n'est pas bien, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément les mêmes motivations. Je suis retourné, alors ça c'est quelques dessins que je présente qui sont le Walker Building, donc c'est un illustrateur qui s'appelle Walker, donc ils sont dans le livre Home, hein, mais ce dessin est très connu et notamment il a été rendu célèbre par Rem Koolhaas puisque il le présente, cette illustration de 1908, si ma mémoire est bonne, il le présente dans New York Délire pour montrer des rêves de personnalisation. Alors là c'est le cottage, le rêve,
Et là, c'est une étagère en métal de 80 étages de haut, avec des ascenseurs ultra rapides. Chacun construit son cottage sur son étage. On est très très loin du désir de vivre ensemble, puisque là, franchement, ce que les gens recherchent là-dedans, ce rêve, c'est plus le rêve de l'Amérique, de la campagne américaine, mais à 2 pas de Central Park. Et c'était d'ailleurs la légende du dessin, plus ou moins. Deuxième dessin que tout le monde connaît, le plan obus, qui est une infrastructure, donc à Alger, dessin de Le Corbusier, dans lequel, proposition, c'est une espèce de grande infrastructure avec une autoroute, je crois, sur le toit, et dans lequel il y a des cases et chacun fait son logement dans sa case. Alors il y a des logements, là, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais qui ressemble un petit peu à l'architecture corbusienne, mais un peu plus loin, il y a l'architecture mauresque. Et puis encore plus loin, on le retrouve aussi. Et quelque chose que Le Corbusier assumait beaucoup et même revendiquait. Ce qui peut paraître étonnant, mais il disait, vous pouvez faire de l'architecture mauresque, si vous le souhaitez. Troisième dessin de référence, après ces dessins, je les ai un peu recherchés aussi quand j'ai commencé à travailler sur le livre. J'ai cherché un petit peu dans l'histoire, quelles sont les réflexions qui ont conduit à un peu ce qui se passe aujourd'hui, avec quand même un désir de personnalisation qu'on voit plus grand. Bon, ça, c'est Site, High Rise of Home, donc c'est début des années 80, et là, c'est presque le High Rise of Home, mais la différence, c'est que sur chaque étage, d'abord, c'est compressé, comme une compression d'Armand ou de César, et ensuite, c'est pas un bâtiment par étage, c'est un petit village, un petit quartier, un petit ensemble, un petit lotissement sur chaque étage, avec des maisons de catalogue. Et Site présentait ce projet comme un projet, il y a un livre, je l'ai acheté, on le trouve sur Amazon, l'occasion bien sûr, et donc il montre des produits de catalogue, des choses qu'on trouve comme ça, et puis on les assemble, et puis ça fait ça. Et puis enfin un autre projet, et puis je vais m'arrêter là-dessus sur des références, mais il y en a d'autres, mais celui-là on ne peut pas passer à côté, c'est Oko House à Berlin de Frei Otto. Donc là, c'est un tout petit ensemble immobilier, mais qui ressemble plus à une grosse maison individuelle. Alors, je n'ai pas malheureusement visité ça, mais il faudra que j'aille un jour le voir. Mais il y a une infrastructure qui génère 3 lotissements, 3 parcelles, si vous voulez, en 3 dimensions, et puis chacun a pu appeler son architecte pour faire son bâtiment. Ce truc-là, moi, personnellement, je le trouve parfaitement génial. Et c'est à petite échelle, mais ça ressemble à quelque chose qui a beaucoup de vie, et en même temps, ça a été issu d'une conception rationnelle. La seule chose, c'est que la diversité vient du fait qu'il y a plusieurs architectes. Alors, l'habitat participatif, j'en reviens à la question de l'habitat participatif, ça part généralement d'une démarche plutôt collective et qui permet finalement aux acquéreurs ou aux futurs habitants d'abord de réfléchir sur des questions plutôt globales qui sont des questions qui regardent tout le monde, et puis ensuite d'aller vers la personnalisation de leur logement. Et moi, je me suis souvent arrêté à ça en me disant, mais oui, mais moi, je voudrais faire quelque chose qui est soluble dans la promotion immobilière, où les gens c'est très très bien d'aller chercher une ville plus collective, mais ça ne peut pas forcément être le point de départ pour tout le monde. Et donc moi, alors c'est un peu humoristique, mais je me suis dit, si je partais du contraire, c'est-à-dire de l'idée de l'hyper-personnalisation, de l'idée de l'hyper-individualité, et c'est là que je suis arrivé. Au départ, je n'appelais pas ça Bespoke Open Building, j'appelais ça Bespoke. Bespoke, ça veut dire sur mesure en anglais. Et donc ça, c'est une image du film Kingsman, donc peut-être certains ont vu, donc qui est un film un peu parodie de James Bond, et qui se passe dans un cabinet de tailleur. Je me suis dit, finalement, le rêve de la maison individuelle, c'est le rêve d'avoir quelque chose de personnel qui reflète aussi la conception ou disons une idée du mode d'habiter de celui qui l'achète. Il est très surprenant aujourd'hui de voir que les gens sont capables de dépenser autant d'argent pour des produits sur lesquels ils n'ont aucune prise. Et donc ça peut être un point de départ. Mais ce point de départ, quand on fait cette expérience, il peut conduire exactement au même résultat finalement, qui est ce désir de faire aussi des choses ensemble et que les gens ne soient pas dans un immeuble uniquement parce qu'on a divisé un grand parallélépipède en différents lots et on se retrouve le jour de l'assemblée de copro avec parfois des sujets qui sont pas là pour réunir tout le monde.
Et donc, moi, je me suis dit, si finalement c'est le contraire, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va non pas du collectif à l'individuel, mais plutôt de l'individuel au collectif, et des logements aux espaces partagés. Alors, il se trouve que après la sortie du livre, j'ai quand même été sollicité par des gens qui s'occupent d'habitat coopératif, qui trouvaient que c'était un outil aussi qui pouvait être utile dans ce cadre-là. Donc, je revendique tout à fait qu'on puisse faire de l'habitat coopératif avec, mais l'idée générale, c'est que ça puisse être un petit peu plus large que ça. Et je ne dis pas que c'est soluble dans toute la promotion immobilière, parce que ça nécessite quand même des adaptations assez significatives, mais globalement, c'est un petit peu ça l'idée. Et le premier cas sur lequel j'ai travaillé, c'est un concours que j'ai malheureusement perdu, mais qui était un de ces fameux concours à Dives-Bois. Donc j'en ai gagné un autre, hein, mais celui-là, je l'ai perdu, où j'avais proposé, donc ça c'est l'image du concours, c'était sur Paris-Rive-Gauche, et j'avais proposé de faire un bâtiment de 50 mètres de haut, puisque c'était des bâtiments de 50 mètres, mais à l'époque, il y avait tout ce débat sur mixité, bois 100%, école scandinave, et plus particulièrement norvégienne, où il y avait déjà des bâtiments de 45 mètres, puis après il y en a eu un autre qui fait 80 mètres. Et moi, j'étais parti plutôt sur cette idée, donc avec nos ingénieurs, donc il y avait Charpente Concept sur la structure, et ce dessin-là, il est issu d'un calcul, enfin d'une simulation CADWorks de Charpente Concept, et ça ressemble un peu à un gros jeu pour enfants, une espèce de système en 3 dimensions avec des poteaux, des poutres et des palets de contreventement. Et je me suis dit que si Le Corbusier avait connu cette structure-là, je ne suis pas sûr que ce serait le plan libre qu'il aurait inventé, mais il aurait peut-être inventé l'espace libre dans le logement, c'est-à-dire, ce n'est pas des planchers sur lesquels on met les cloisons un peu comme on veut, c'est une structure à partir de laquelle on fait à peu près ce qu'on veut. Alors, c'était la philosophie, disons, l'approche d'il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit bien tout ce qui est passé depuis sur la construction bois, et on raisonne un peu différemment. Mais le déclencheur, c'était de me dire, voilà, là, il y a une grande liberté. Cette liberté, moi, je voudrais la donner au maximum aux habitants. Et donc voilà, donc je vais essayer d'avancer dessus. Alors, évidemment, le projet a fait peur, hein, puisque je vous recule juste quelques images, puis après on va aller ailleurs. Bon, ça, c'est des images qui sont dans le livre. Ça, globalement, c'est le plan libre, si on veut, hein, donc les poteaux, les poutres, les palets de contreventement. Et puis, un dessin que j'avais montré dans le rendu, c'est qu'à partir de là, on les additionnait dans tous les sens, et on pouvait faire des volumes qui n'étaient d'ailleurs pas des white box ou des espaces complètement neutres, parce qu'ils étaient définis aussi par leur contreventement. Et donc, ça me plaisait beaucoup de proposer un bâtiment de 50 mètres dans lequel les gens puissent avoir leur ferme normande, finalement. J'avais vu ça d'ailleurs à Bergen, la tour de Bergen, c'est un peu ça. Et les logements qui ont des grosses poutres en gros de contreventement dans leur salon, ça peut peut-être gêner, mais finalement, je crois que ces logements se sont vendus très très cher, d'après ce que nous ont dit les personnes qui les avaient réalisés à Bergen. Voilà, donc ça c'était l'idée. Et à partir de là, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est un peu après que j'ai fait ces bulles, mais globalement, ce que je proposais, c'était que la personnalisation qui en général concerne les espaces intérieurs aujourd'hui, en gros, ce que propose la promotion immobilière, ce sont des espaces intérieurs personnalisés plus ou moins, c'est-à-dire par le biais des travaux modificatifs acquéreurs, on peut déplacer des cloisons, etc. Mais c'est assez limité parce qu'on ne peut pas toucher aux façades et on ne peut pas toucher en général au volume. Alors maintenant, il y a aussi des expériences qui vont plus loin que ça, hein, mais globalement, l'offre, c'est ça. Donc moi, je me suis dit, c'est les espaces et les volumes, ce que je viens de vous montrer, c'est les façades et c'est les balcons. Voilà. Et comment ça fonctionne, mon système? Ça fonctionne avec, et c'est ça que je vais vous expliquer, une architecture primaire, des règles de co-conception avec les habitants, et puis une bibliothèque paramétrique. Ça, c'est finalement la conception architecturale d'un bâtiment de ce type-là, c'est ces 3 éléments. On fait l'architecture primaire, les règles et la bibliothèque. Et après, en gris, c'est ce qui peut être fait soit en co-conception avec les habitants, soit c'est carrément les habitants qui le font eux-mêmes, les acquéreurs, qui font avec leur propre architecte s'ils le souhaitent. Et moi-même, en tant que concepteur général du bâtiment, je peux donner des visas dans ces cas-là, un peu comme un urbaniste sur un quartier, il donne des visas pour dire que c'est bien conforme et que ça obéit bien aux règles et que le salon ou la salle de bain n'est pas au milieu du salon d'un autre, il est bien connecté à des gaines, etc. Donc voilà, en gros, ça redéfinit un petit peu le métier d'un architecte dans la conception du logement collectif. Donc voilà, ça c'est le livre, Sophie
à présenter. L'architecture primaire, c'est une structure primaire. Ça, ce sont des dessins. Vous allez comprendre, c'est vraiment un dessin très, très générique. On a fait une expérimentation architecturale pour tester le concept. Et c'est un peu le cœur du livre. Cette expérimentation, on l'a appelée le cadavre exquis architectural. Et donc, c'est comme le jeu de cadavre exquis, donc ce jeu à l'origine surréaliste où une personne commence une phrase avec un mot et la deuxième personne ne connaît pas le mot du premier et puis continue la phrase. Et puis ça donne le cadavre exquis boira le vin nouveau. C'est pour ça que ce jeu s'appelle le cadavre exquis. Et donc là, l'idée, c'était de faire une expérimentation à partir d'un volume très, très basique. Et je fais cette expérimentation en parallèle du concours sur Paris-Rive-Gauche pour aussi arriver à l'oral avec quelques billes pour dire que mon système n'était pas complètement débile et qu'il pouvait marcher. Donc, on a une structure primaire. On a les lieux de circulation, cage escalier et les couloirs. On a les gaines. Et puis, tout ça, ça nous fait un ensemble qui détermine des cellules que l'on peut additionner les unes les autres, comme je vous ai montré sur le dessin tout à l'heure, en horizontal ou en vertical pour créer des lots au sens d'un lot de copropriété. Voilà une création d'un lot. Enfin, voilà, le lot 1, 2, 3, 4. On peut en faire différentes sortes. Ça, c'est la première partie. La deuxième, donc, c'est la boîte à outils qui comprend 2 éléments, des règles de co-conception. Alors, à l'intérieur, l'idée, c'est que les gens font ce qu'ils veulent, à condition de respecter quand même le fait qu'un logement, c'est une façade, c'est connecté à des réseaux, enfin, voilà, il y a des règles qui sont des règles exactement de quelqu'un qui veut faire un appartement dans un immeuble haussmannien en cassant certaines choses, en gardant d'autres. Il faut respecter l'architecture primaire pour faire ces logements et on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais globalement, la liberté est quand même très grande puisqu'on est en poteau-poutre. Donc, ce qu'on régit un peu plus quand même, c'est les façades, puisqu'on veut donner le maximum de liberté aux gens, mais on doit assurer quand même, exactement comme si on construit des maisons les unes à côté des autres, mais en 3 dimensions, on doit s'assurer qu'on ne va pas gêner le voisin et qu'on ne va pas faire des choses qui ne correspondent pas à l'équilibre général. Et puis, on doit également s'assurer d'une autre chose, et ça nous concerne, nous, à l'ICEB, c'est la performance des parois, les caractéristiques des matériaux. Ça doit être défini, de mon point de vue, à l'échelle du bâtiment. On ne peut pas laisser les gens construire leur façade exactement comme ils veulent. Il faut qu'il y ait une performance globale du bâti qui soit assurée. Et donc, on a des règles de co-conception des façades. Et puis, on a des règles, comme des règles d'urbanisme à l'échelle du bâtiment, avec des zones, là, c'était les 2 zones sur Paris-Rive-Gauche, de balcons périphériques, avec des pourcentages constructibles, de façon à ne pas faire des balcons ni trop petits, ni trop grands. Donc, de s'assurer, parce que si c'est trop grand, on peut faire beaucoup d'ombre aux voisins du coup. Si c'est trop petit, justement, oui, on pourrait dire qu'on laisse la possibilité de ne pas enfermer. Mais nous, on s'est dit, non, un logement, ça a quand même des prolongements extérieurs. Bon. Et puis là, on arrive à un dessin, là aussi issu du livre, qui est, moi, qu'est-ce que je peux garantir comme architecte avec ces outils-là? Je ne garantis pas la physionomie du bâtiment final, puisque c'est les acquéreurs qui vont la définir. Mais en revanche, moi, c'est comme si je plantais une graine de pommier. Et donc, en plantant la graine, je ne sais pas si c'est pommier de gauche ou pommier de droite. Je ne suis pas capable de dire le nombre de pommes ou de branches, mais je sais que je ne fais pas un figuier, c'est un pommier. Et donc ça, c'est un essai qu'on avait fait rapidement, mais vous allez voir qu'on l'a expérimenté de façon plus profonde. Entre la façade de gauche et la façade de droite, bon, soit on le trouve belle, soit on le trouve moche, mais on ne peut pas dire que la façade de gauche est belle et celle de droite est moche. L'identité du bâtiment, elle est vraiment définie. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'idée générale. Donc on a fait cette petite expérimentation avec la structure primaire, avec donc l'architecture primaire et les lots qui sont définis, des règles qui étaient les mêmes que celles de Paris-Rive-Gauche. Hein. On n'a réinventé pas les règles puisqu'on faisait une espèce de modèle générique pour montrer que notre système marchait. Et puis des catalogues qu'on avait définis. Alors 2 mots sur les catalogues. On avait mis des fenêtres. Alors les fenêtres, pas trop petites parce qu'il faut quand même respecter les niveaux d'éclairement minimum requis. Et pas trop grande non plus pour ne pas avoir la surchauffe. Mais ça laisse une latitude quand même. Et c'est dans cette latitude que les gens peuvent définir s'ils veulent des ouvrants, des coulissants, des fenêtres toute hauteur ou avec des allèges, etc. Et leur liberté, à partir du moment où ils respectent ces règles, elle est totale. Moi, j'ai rien à dire. Je ne vais pas dire que
leur façade est moche ou qu'elle n'est pas moche. À partir du moment où elle correspond, elle répond aux règles, eh ben c'est l'expression de leur volonté. Et puis les garde-corps, là aussi, le garde-corps, nous les architectes, souvent nous aimons les garde-corps très transparents. Et les habitants, souvent, ce qu'ils aiment, c'est quand même d'avoir un peu d'intimité. Donc, ils mettent des canisses, ils mettent des plantes, ils mettent des choses. Donc, moi, je me suis dit, plutôt que d'avoir ces adaptations un peu sauvages et en général mal perçues par les architectes, bah, proposons aux habitants de personnaliser leur balcon comme ils l'entendent. S'ils veulent des canisses, bah, nous, on leur dessine des canisses, quoi, en gros, pour faire simple. Et donc, voilà, une petite bibliothèque avec des bacs plantés, avec des garde-corps transparents, semi-transparents, avec des dispositifs de rangement, etc. Et puis, alors, l'objet le plus complexe, c'est les vérandas. Parce qu'évidemment, là, on a en 3 dimensions, et comment on fait une véranda ou un balcon qui va au tiers de la véranda au 4e, au-dessus de la véranda du 3e. Donc, ça pose des problématiques constructives qui sont un peu particulières, mais c'est assez amusant, et enfin, moi, ça m'intéresse. Et on a lancé tout ça, et ça s'est fait principalement par mail et par téléphone, avec des groupes de personnes volontaires. Donc, il y avait certains de mes étudiants de Nantes, il y avait des amis, il y avait des gens... des étudiants en archi, un peu de tout ça, mais les gens n'étaient pas normalement supposés communiquer les uns avec les autres. Sinon, ils pouvaient s'influencer. Et ça s'est fait en ligne, quoi, en ligne et en hotline. Donc, j'avais une personne à l'agence qui s'est occupée de ça. Et donc, voilà ce qui s'est fait après la première phase, c'est-à-dire la phase co-conception des volumes habitables et vente. Donc, on a été également virtuellement agent de commercialisation. Et donc, on est arrivé avec... les gens sont un petit peu plus lâchés sans doute que dans la vie réelle, parce qu'il y a beaucoup de duplex. Donc ça, c'est là qu'on connaît un peu la patte des étudiants en archi. Mais globalement, il n'y a pas de logement complètement délirant non plus. Bon, alors, je vous en montre quelques-uns. Hein. Donc, on a redessiné, mais on n'est pas intervenu sur la conception, sauf s'ils faisaient des erreurs manifestes. Par exemple, une salle de bain qui n'est pas connectée à une gaine. Hein. Voilà, ça c'est d'autres sur le même angle. Voilà, des duplex. Alors, les duplex, ce n'est pas forcément 2 cubes qui se superposent. Ça fait un L. Les triplex aussi. Et puis là, bon, sans rentrer dans le détail, ensuite, on a repris tous ces plans, puis on les a réassemblés. Et donc, ça a donné ça. Donc, le R+1, R+2, rez-de-chaussée. Alors, le rez-de-chaussée, donc, c'était évidemment, il y a le parking vélo, il y avait un espace de coworking, etc. Donc, ça, c'était pas un espace qui était défini par les habitants, mais on aurait pu très bien imaginer qu'on le laissait libre et qu'ensuite, puisque les gens avaient déjà constitué leur logement, on leur demandait ce qu'ils voulaient au rez-de-chaussée. Ça aurait été tout à fait possible. Voilà, 11, 10, etc. 14. Et parallèlement, on avait notre petit tableau de bord où, au fur et à mesure que les logements étaient acquis, ben nous, et puis conçus, on dessinait ce qu'avaient voulu produire les habitants. Donc, c'était à chaque fois un peu la surprise du chef. Et voilà, ça a donné ça. Donc ça, c'était le premier. Alors, on l'a mis sur un site qui ressemble à Paris, mais en fait, qui est un décor de théâtre. Hein. Il n'y a pas d'endroit à Paris qui ressemble à ça. Parce que, voilà, il fallait bien le mettre quelque part. Et donc, on se posait là-dessus, voilà. Et puis ensuite, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, donc ça, c'est la version parisienne. Et puis, on s'est dit, et puis si on le mettait à Copenhague, et qu'on donnait aux acquéreurs habitants la possibilité de personnaliser également la couleur de leur logement. Alors là, voilà, on a pris sur le port de Copenhague des échantillons de bâtiments, ça nous a donné 5 couleurs, et puis on les a re-questionnés, on leur a dit choisissez la couleur de votre logement. Et là, on a fait, évidemment, en parallèle, on fait des tests en agence, comme on fait toujours, et sauf que dans nos tests agences, on n'avait pas trop intégré de duplex, donc c'est pour ça que les tâches sont un peu plus éparpillées que dans le choix des acquéreurs, qui est plus en bas, et qui est globalement la même chose que ce qu'on avait prévu, mais avec des tâches un peu plus grandes, ce qui trouve plutôt mieux d'ailleurs. Mais ça, c'est du fait qu'il y a eu beaucoup de duplex. Mais globalement, l'équilibre des couleurs, il est quasiment le même. Enfin, on n'a pas compté les surfaces de bleu, d'orange et de jaune, mais globalement, vous voyez un peu plus de bleu, en fait. Et voilà, donc, les élévations sur les 4 façades. Et le changement de décor, puisque c'est le même décor, mais on a changé les bâtiments autour. Et donc, voilà, on s'est retrouvé avec notre bâtiment à Copenhague. Voilà.
Donc c'est à partir de ça qu'on a fait d'ailleurs la couverture de Home, où il y a des zooms. Alors en parallèle, on a travaillé, puisque le concours Paris-Rive-Gauche, c'est vrai que ce serait probablement un petit peu compliqué avec un projet comme ça de le gagner. Donc j'ai participé en association avec l'agence Sati, donc, qui est confrère et ami, à un autre concours qui était ouvert, celui-là à Saint-Herblain, qu'on a gagné. Et on n'a pas appliqué l'ensemble de ça parce qu'on était deux. Et là, on était vraiment dans l'idée aussi d'un dialogue architectural. Mais globalement, on est arrivé à quelque chose, alors avec une dimension également en plus, enfin en plus, il y en a en moins et puis d'autres en plus, c'est qu'on était en ventilation naturelle là-dessus, ce qui explique aussi qu'on est avec des bandes servantes très 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 rationnelles et avec toutes les guettes puisque c'était des ventilations avec des chemins. Et donc, mais pour le reste, on a donc des bandes servantes comme ça qui étaient des bandes avec toutes les pièces humides plus les entrées, mais que les gens pouvaient configurer là aussi comme ils voulaient. Et donc là, ça donnait même, alors je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais on a exposé notamment à Dives-Bois une de ces bandes servantes. Là, il y a une maquette à l'échelle 1 de ce projet. Voilà. Et puis, donc, on a les plateaux libres après, ensuite les gens peuvent mettre. Pour les balcons, c'est un peu la même chose. On a fait des catalogues d'éléments, mais qui sont des éléments mobiles, parce que c'était d'ailleurs le cas. Au début, c'était pas tout à fait mûr au moment où on a fait le projet sur Paris-Rive-Gauche. On était déjà sur des éléments mobiles, et puis ensuite, on s'est dit qu'on allait faire des éléments fixes. Mais là, on en a rajouté, on a mis des bacs plutôt de peur, enfin, ça s'est décliné, des coffres, etc. Et puis, on a fait donc des fiches, comme des fiches de lots, en fait, hein, sur chacun des lots, avec les possibilités d'aménagement que pouvaient avoir les gens. Pareil sur les balcons. Et alors, sur les balcons, là, on n'a pas fait un plan de zoning, on a fait un catalogue de balcons possibles. Donc, c'est plus simple. On avait une base, et ensuite, on avait des options qui correspondaient aux travaux modificatifs acquéreurs. Et donc, la base, c'était 11 mètres carrés de balcon, et on pouvait aller jusqu'à 18 mètres carrés en fonction du désir des acquéreurs. Voilà. Donc, on a obtenu le permis de construire là-dessus. C'était pas un dessin juste après qui a été pris, mais enfin, c'était globalement à peu près la silhouette du bâtiment. Bon, il ne s'est pas réalisé, c'est un concours sans promoteur. Après, on a eu un promoteur dedans et ça n'a pas bien fonctionné. Donc, le projet est resté lettre morte, mais enfin, c'est un jalon important quand même pour moi. Voilà. Plus réglé. Et puis, en parallèle de ça, j'ai été sollicité par Quartus pour réaliser un projet sur un terrain d'Aquitanis d'ailleurs, puisque c'est Aquitanis d'ailleurs qui leur avait suggéré, soufflé mon nom pour réaliser ce projet. Et la commande, c'était de réaliser exactement ce qui est dans mon livre et sur un terrain. Alors pas sur l'ensemble, puisqu'on a 65 logements à peu près, et qu'on a une petite opération, enfin voilà, c'est celle qui est entourée en rouge, et uniquement celle-là qui est réalisée selon le concept de bâtiment ouvert sur mesure, le concept Bob. Voilà, donc voilà le parallélépipède. L'engagement, enfin, ça a tout de suite très bien fonctionné avec Quartus, qui avait comme projet, qui a toujours comme projet de développer la co-conception avec les habitants, la co-création. Et là, on est parti vraiment sur l'idée de la page blanche, c'est-à-dire le bâtiment, on a déposé un permis de construire, mais au départ, même le nombre de logements n'était pas déterminé. Alors, comment on a procédé? On a quand même fait un premier projet pour avoir un permis de construire. Et le premier projet, on l'a fait sur un programme typique de promoteur, avec la granulo du promoteur et avec les surfaces par typo de promoteur. Et puis ensuite, on a oublié les plans, on les a achetés à la poubelle et puis on a fait autre chose. Voilà comment ça s'est passé. Et c'était la meilleure manière de procéder, à mon avis. Donc, le dessin que vous connaissez déjà, avec la structure primaire, l'architecture primaire, une fois qu'on a mis les gaines, les espaces de circulation, et puis en rouge, au rez-de-chaussée, c'est les locaux communs au rez-de-chaussée. Voilà, tout ça, c'est ce que nous, à mon agence, on dessine, et puis tout ce qui n'est pas dessiné, c'est les vrais. Et là, on a fait un parcellaire un peu différent, donc voilà, avec des parcelles à 12, quand c'est au deuxième étage, c'est à 22, etc.
Et là, donc là, ce qu'on voit sur l'architecture primaire, c'est qu'on a quand même veillé aux cages d'escalier éclairées par la lumière naturelle, enfin des éléments qu'on estime essentiels. Et ensuite, eh bien, on avait ces possibilités qu'on avait montrées, hein, d'association de petites cellules pour créer les lots. Donc voilà, ça peut être ça, ou les additionner comme ça c'était possible. Et puis comme ça l'était également. Donc celui-là, il est improbable, mais pas tant que ça. Parce que dans l'haussmannien, on peut très bien acheter un appartement et puis une chambre de bonne qui se libère. Par chance, il est juste à côté, juste au-dessus d'une chambre d'enfant. Hop, on fait un petit escalier. Enfin, c'est des choses qui arrivent, qui existent. Et puis voilà. Puis pour l'anecdote, quand j'ai présenté ça dans une présentation, il y a une personne qui m'a dit, mais c'est comme l'appartement, alors que d'un film, dans L'amour flou. Alors je n'ai pas vu le film, mais apparemment c'est un couple qui divorce, c'est Roman Boringer. Enfin, mais en fait ils s'entendent bien et donc ils considèrent que voilà, ils ont un local commun et puis chacun ensuite vit de son côté et l'espace commun c'est pour les enfants. Donc voilà, on pourrait très bien imaginer ce genre de logement. Voilà. Après, il n'y a pas de limite. Donc, alors, j'ai fait à la mano le calcul des possibilités, donc j'ai pu faire quelques erreurs. Mais globalement, je crois que sur les volumes de logements possibles en simplex, je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire sur une cage d'escalier assez basique, hein, je reviens juste un peu en arrière pour que vous puissiez voir, c'est très standard. Quand on a une cage d'escalier, globalement, on fait entre 2 et 3 logements. Globalement, soit on fait un traversant d'un côté, un autre de l'autre, et puis un studio ou un T2 au centre. Après, on peut rediviser un petit peu. Mais là, je reviens sur notre image, on arrive à 82 volumes en simplex. Je ne compte pas les duplex et les triplex, parce que là, c'est impossible. Enfin, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué parce qu'il faut associer tous ces plans-là que je vous montre avec le même plan au-dessus pour voir dans quel cas ça peut se connecter. Et c'est assez amusant. Et voilà. Ensuite, les combinaisons, ça c'est une autre chose. C'est comme autour d'une cage d'escalier, quel type de combinaison on peut avoir sur une cage d'escalier. Alors, on est arrivé sur des combinaisons de logements en simplex, là aussi. On n'a pas étudié le duplex et le triplex, mais les combinaisons de logements en simplex, c'est qu'on trouve 109 combinaisons de logements par palier sur un niveau. Par palier, c'est-à-dire par cage d'escalier. Il y a 2 cages d'escalier, évidemment, sinon c'est 109 par 109, hein, si on veut compter sur les 2 cages d'escalier. Et on en a 1 295 000 si on considère les 3 niveaux. Donc ça fait quand même vraiment beaucoup de possibilités d'associations différentes. Voilà, donc là, bon, je me suis amusé. Voilà, 13 combinaisons de logements, 42 de 3 de logements, les 4 logements, etc. On peut supprimer un certain nombre de logements dedans en disant, par exemple, je ne veux pas de logement mono-orienté nord, donc je les supprime. Ce que j'avais prévu au départ, mais Quartus a dit que pour eux, ça ne les dérangeait pas forcément, donc on les a comptés. Voilà. Et les combinaisons de 4 logements, etc. Alors, les règles d'emprise et prospect sont issues de ce qu'on avait déjà fait, sauf qu'il y a 3 zones. Donc, on a 3 bandes d'1 mètre, et donc on a des règles. Bon, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans le détail de ces règles, mais en gros, la première zone, c'est comme les bandes E, Z et autres des flux. Hein. Donc, il y a une bande qui peut être 100% occupée, la deuxième un peu moins et la troisième un peu moins. Et comme on a 3 bandes, pour éviter d'avoir trop de vues plongeantes, on a également l'idée que sur des limites de logement, on ne peut pas occuper la 3e bande au bord. Ça ne peut pas prendre de vues plongeantes plus grandes. Et pareil pour la bibliothèque paramétrique, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et puis, les différents plans qu'on peut avoir. Et ainsi que les catalogues pour les balcons. Alors là, on a eu une demande de la mairie qui a été de dire, en gros, faites ce que vous voulez, mais les 50 premiers centimètres du balcon, nous, on vous demande les 45 centimètres, on vous demandez qu'ils soient opaques. Parce qu'il peut y avoir des gens qui disent, moi, je veux un balcon très transparent, mais qui après vont mettre un désordre, des choses qui ne sont pas agréables à voir de l'extérieur. Donc, bon, on connaît bien ce genre de demande, donc pas de problème, on l'a intégré. C'est-à-dire qu'on a pris le catalogue qu'on avait déjà fait, puis on l'a un peu transformé, et notamment, on a mis ces éléments d'opacité sur les parties basses des balcons. Voilà.
Alors, ensuite, le R+1, alors, PC. Alors là, je vous montre les plans PC et les plans, ensuite. Donc ça, c'est granuleux du promoteur, acquéreur, encore PC et encore acquéreur. Donc vous voyez que c'est pas la peine de rentrer trop dans le détail, mais globalement, ça se ressemble sans être pareil. Les façades permis de construire du PC et les façades des acquéreurs. Donc, je reviens en arrière, vous voyez, c'est pas dire que les fenêtres ne sont pas aux mêmes endroits, enfin rien n'est pareil, mais globalement, on ne peut pas dire qu'ils soient très différents dans l'un et dans l'autre. Et puis, voilà la perspective en phase PC et la perspective phase acquéreur. Des petits changements, mais globalement, les balcons sont un petit peu plus grands en phase acquéreur. Bon, là, voilà, ça, c'est des photos du chantier, puisqu'il est en ce moment au chantier. Voilà, et puis voilà la dernière photo que j'ai prise là, il y a un mois sur le site, donc avec les balcons qui sont en train d'être mis en œuvre. Et je dois vous avouer que ça m'a fait un drôle de choc. C'est assez émouvant de voir un bâtiment qu'on n'a pas dessiné, mais en fait c'est quand même nous qui l'avons dessiné. C'est un truc assez bizarre et c'est plutôt plaisant. Et voilà, bon, voilà, c'est des grands plateaux qu'on a là qui permettent aussi d'avoir ça. Du point de vue de ce que ça apporte, là, on n'a pas forcément incité les acquéreurs à se lâcher. Donc, on a des différences qui sont quand même significatives, mais on n'a pas de triplex délirant ou choses comme ça. Mais on a des surfaces qui, globalement, la granulométrie, alors là, il y a 3 colonnes. Le programme initial, le programme réalisé, et dans le programme réalisé, les proportions de logements sur mesure. La granuleux des proportions de logements sur mesure. Parce qu'en gros, les logements se sont vendus à 60% pendant l'instruction du permis de construire. Et à la fin de l'instruction du permis de construire, quand on l'a eu, on a arrêté. On a dit maintenant les volumes sont figés. C'est pour ça qu'on a mis ces 3 colonnes. Mais on voit qu'il y a quand même par exemple plus de grands logements, hein, puisqu'on a 50% dans les sur-mesures de grands. Mais déjà dans le programme réalisé, si on considère l'ensemble, bon, on a un peu plus de T4, un peu moins de T3. C'est pas fou, mais pour la taille des logements, sur le studio un peu plus petit. Mais par contre, les autres surfaces sont beaucoup plus grandes. Et encore, je crois que le studio, je me demande s'il n'y a pas eu une erreur. Mais les autres sont beaucoup plus grands, enfin, un peu plus grands. On est 13%, 11%, mais avec des écarts. Il y a un certain nombre de logements qui ont la même taille, et puis il y en a d'autres on a des T4 de plus de 100 mètres carrés, on a des T3, on peut aller dans des surfaces beaucoup plus importantes. Et puis évidemment, c'est toute l'organisation intérieure, surtout que ça se joue. Et sur les surfaces de balcon, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire globalement, on est soit iso-surface. Bon, alors, le T5, c'est parce que le T5 il n'était pas sur mesure, donc lui il est pareil, c'est normal. Mais sinon les autres, on a 26%, 21%, et on est voilà, donc les gens ont pris un peu plus de surface, c'était avant le confinement aussi. Je pense que là aussi. Alors ensuite, on a testé ce modèle sur différents concours, et les autres concours, on les a tous perdus. Donc celui-là, il va être livré l'été prochain. Mais je vous les montre quand même, on s'est montré des adaptations possibles. Voilà, ça c'est un projet sur Noisy-le-Grand, ça c'était sur Rennes, sur un parking silo, avec également des escaliers extérieurs, et puis des duplex au dernier étage qui étaient complètement comme des maisons, quoi. Et puis là, sur Chapelle Internationale. Alors celui-là, j'en dis juste peut-être 2 mots, il y a eu beaucoup moins de liberté, mais on a beaucoup de variations possibles, parce qu'on est parti sur des modules de 90 cm. C'est-à-dire que c'est 1 ou 2 modules de 90 cm, les fenêtres. Les loggias pouvaient être positionnés comme on voulait, puisqu'on est sur un plan hexagonal avec un noyau central. On s'est dit, si les gens veulent faire des balcons d'angle, on leur propose des loggias d'angle. Par contre, s'ils veulent avoir moins de circulation, avoir leur séjour près de l'entrée, donc ils auront plutôt les chambres en angle, dans ces cas-là, ils peuvent le faire aussi. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a un étage sur 2 qui est du logement social et donc qui était déterminé. Et là, ça ne se voit pas en fait. Mais si on regarde bien, le logement social, la demande, c'était de ne pas avoir de balcon, enfin des balcons oui, mais pas des loggias. Mais là, il y a un étage sur 2 qui n'a pas de loggia et qui est déjà réglé. Alors, évidemment, les choix s'amenuisent au fur et à mesure.
non pas pour la taille des logements ou enfin, pas pour la création des façades, mais pour les tailles des logements qui sont délivrés aux acquéreurs. C'est une petite parenthèse. Donc là, voilà. Alors, les différentes tailles, les différentes configurations d'organisation en plan sur cette méthode, hein, puisque donc la méthode Bob, donc on en a fait une marque puisqu'on veut vraiment le développer et on fait des projets là-dessus. Donc on a une méthodologie et puis maintenant vous allez voir on a aussi un logiciel et donc on l'a testé sur différentes configurations qui fonctionnent tous sur le même modèle, mais qui évidemment peuvent produire des très grandes diversités. Donc ça c'est des logements, ça c'est l'autre concours. Et là aussi, on s'amusait à faire une typologie des personnalisations. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré, c'est des projets qui sont assez libres, mais on ne peut pas faire des bâtiments qui offrent cette liberté un peu débridée partout. Il y a des sites urbains qui demandent des choses beaucoup plus réglées que d'autres. Déjà, Chapelle Internationale considérait que ça demandait quelque chose de beaucoup plus réglé. Et donc, voilà. Donc, on s'est dit, on a les 4 volets, et voilà comment on peut les décliner. Il y a encore d'autres possibilités. Mais évidemment, celle qui est la plus intéressante, c'est la dernière. Mais on a fait des projets sur différents types comme ça. Là, par exemple, nous, on travaille sur un projet sur le village olympique avec le promoteur ICAD, et c'est de la personnalisation de balcons. Voilà, à partir d'éléments de végétalisation et autres, sur lesquels on a travaillé. Bon, c'est assez intéressant, mais c'est pas la même chose, évidemment, que de travailler également sur les volumes et sur les espaces intérieurs. Et puis là, on s'est dit, sur chacun de ces volets, hein, donc organisation intérieure, volume habitable, façade des balcons, on peut aussi mettre des curseurs, des degrés de personnalisation. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnalisations, par exemple, sur les balcons, ça peut être la surface des balcons, ça peut être la forme des balcons, ça peut être les garde-décors des balcons, tout ça, c'est des différentes formes de personnalisation. Et donc ça, on peut l'appréhender également par des tableaux comme celui-là. Et donc, à partir de là, moi, j'ai décidé de faire 2 choses. C'est-à-dire, première chose, c'est je me suis rendu compte que c'est un produit qui produit, parce que c'est comme ça qu'un promoteur le perçoit, un produit immobilier qui est attractif, pour différentes raisons. Certains y voient la possibilité de réduire les frais de commercialisation. D'autres y voient la possibilité de valoriser, notamment via des TMA, et enfin, ce concept, il a un défaut, mais il a une qualité aussi. Son défaut, c'est que je pense que c'est un très mauvais concept pour des concours, puisque j'ai perdu presque tous mes concours là-dessus, mais que par contre, j'ai une commande en direct, celle que je réalise pour Quartus, alors qu'au départ, ils avaient imaginé de faire un concours d'architecture. Et ça, c'est un truc c'est quelque chose qui fonctionne parce que on est sur un produit disruptif et qui marche mal on ne peut pas faire de concurrence sur quelque chose comme ça. Et puis qui peut présenter une forme d'attractivité. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé ce soir. Donc voilà. Donc je me suis dit, mais par contre, les contraintes, c'est qu'il faut être, ça peut pas être juste un concept esthétique sur ça peut pas être juste, c'est pas juste un concept esthétique ou quelque chose en plus, c'est vraiment un concept immobilier. Et quand on travaille avec un promoteur, il faut vraiment se mettre bien d'accord là-dessus. Et donc, nous, ça a bien fonctionné avec Quartus parce qu'ils étaient très partants là-dessus. Mais je me suis rendu compte que, quand je disais tout à l'heure, soluble dans la promotion immobilière, c'est pas soluble dans toutes les méthodes et les manières de manager les projets de la plupart des promoteurs. C'est-à-dire qu'il faut que le programme soit défini, mais le programme, c'est pas les logements, c'est le profil environnemental et le profil de personnalisation. Que le prix de construction soit entendu, parce que évidemment, le modèle de personnalisation, plus on va loin dans la personnalisation, plus forcément c'est cher. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut voir très très tôt, sous peine d'avoir des mauvaises surprises. Et puis également le fait de pouvoir travailler avec une équipe de bureau d'études de choc, parce que c'est quand même assez technique, assez complexe. Et donc il faut non seulement avoir des bons partenaires, mais aussi il faut qu'ils aient la possibilité de travailler très en amont. Ce n'est pas l'habitude de tous les promoteurs, puisque certains préfèrent justement pas investir trop tôt tant qu'il y a un risque. Et là c'est assez casse-gueule si on procède comme ça. Il faut vraiment que ce soit très réglé. Les contraintes, c'est d'avoir quand même plutôt un plan ouvert. Alors, est-ce que ce plan, c'est du bois? Le concept, il est né avec le bois, mais aujourd'hui, on le développe sur des projets mixtes.
avec des structures mixtes également. Et donc, simplement, le bois, ce qu'il offre comme avantage, c'est que le poteau-poutre bois, finalement, les poteaux, les poutres bois, c'est peut-être moins cher que de faire des murs en bois. Alors qu'en maçonnerie, c'est le contraire. Donc voilà, ce qui explique que souvent, on est certainement quelques-uns à avoir eu l'expérience de faire des bâtiments en poteau-poutre béton, et à la PD ou au pro, il y a des murs qui commencent à pousser à la place des poteaux-poutres, parce que c'est la manière de rentrer dans le budget. Donc voilà, donc pour arriver à ça, donc il faut quand même avoir les cartes un peu entre les mains, notamment très en amont, pour arriver à définir exactement ce qu'on veut faire. Et il y a une difficulté, et là, cette difficulté, c'est ce que je vous ai montré au tout début, c'est-à-dire la phase où les gens vont constituer leur lot. Parce que constituer un lot, évidemment, il ne faut pas que le dernier se retrouve avec un lot résiduel. Et plus on avance, moins il y a effectivement de possibilités. Hein, c'est pas comme des places de cinéma ou de théâtre, à moins d'être un grand groupe en général. Bon, voilà, il y a ceux qui vont prendre le premier rang, le dernier rang, etc. Mais globalement, il n'y a pas des règles très très strictes d'acquisition. Alors que là, comme on détermine les tailles de logement à partir de toutes petites cellules qui peuvent faire quelques mètres carrés, il faut s'assurer que le fait d'additionner des cellules entre elles n'entraîne pas de l'eau résiduelle ou d'impossibilité de commercialiser les derniers, ou on n'aurait que des logements mono et un technor, etc. Et donc là, j'ai travaillé sur un logiciel donc qui s'appelle Bob Taylor, donc le tailleur de bâtiments sur mesure. Et donc là-dessus, bon, je vous montre un tout petit peu comme ça. Donc là, il est en train d'être, enfin, il est terminé. Il y a des petites coquilles qu'on est en train de corriger, mais globalement, il fonctionne. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais si triplex, si on additionne des cellules qui n'ont pas vocation à être additionnées, parce que par exemple, elles enclavent d'autres cellules. Donc, il y aura une partie du bâtiment qui ne serait pas accessible depuis les cages d'escalier. Il y a une alerte qui se met et puis on ne peut pas acquérir ce lot. Et donc voilà. Donc, c'était très amusant à faire, hein, parce que c'est un peu de la théorie des graphes, donc c'est très intéressant. Et puis, mais voilà, donc c'est assez ludique. On a même des warnings donc, qui peuvent être paramétrés sur des tailles minimum de logement, l'impossibilité ou pas de construire des logements au nord, etc. Et voilà, donc là aujourd'hui, c'est pas quelque chose en ligne, hein, c'est plutôt, on reste quand même dans l'idée d'un outil aux mains pour l'instant, en tout cas de professionnels. Et donc on peut aller jusqu'à la détermination en live de la surface, du volume et du prix, pour autant qu'on ait rentré le prix de chaque lot. Voilà. En gros, où on en est là-dessus, et on est aujourd'hui, donc le logiciel vient d'être terminé. On est sur une réflexion sur l'après, sur comment on développe ce concept sur d'autres bâtiments. Donc, on a quelques pistes. Et pour nous, pour conclure là-dessus, parce que ça, je n'en ai pas trop parlé, mais c'est aussi une question quand on est architecte et qu'on fait du logement collectif, c'est pas pareil que quand on est architecte et qu'on fait de la maison individuelle. Peut-être que certains ont la même frustration, c'est-à-dire de se dire qu'on construit pour des gens qu'on ne connaît pas et on va décider de leur manière de vivre. Et moi, je ne sais pas faire ça, c'est-à-dire que moi, quand je fais un projet pour des gens que je ne connais pas, que ce soit du social ou du privé, je vais plutôt faire des bâtiments le plus neutre et le plus évolutif, d'où le mot open. Open, c'est vraiment ouvert, des bâtiments très, très ouverts. Mais je ne veux pas m'occuper de la personnalisation parce que pour moi, c'est des gens qui doivent s'approprier leur logement. Mais il peut y avoir aussi un petit côté frustrant de travailler sur des surfaces que tout le monde sait très bien être trop riquides, des T2 de 45 mètres carrés, etc. Et pour moi, de travailler sur des logements comme ça, c'est aussi pouvoir donner le choix, soit de toutes les façons de travailler sur des choses réelles, c'est-à-dire sur des surfaces que les gens ont envie d'avoir et peuvent se payer, et ensuite sur des plans. Il y a deux situations d'ailleurs. La situation où je ne fais pas du logement sur mesure, mon agence, ce n'était pas le cas sur Florac. L'idée, c'était plutôt que l'architecte encadre ça, mais en laissant beaucoup de liberté aux habitants, hein, donc, puisque c'était quand même eux qui le faisaient. Nous, on était plutôt là pour conseiller, accompagner, etc., mais sans essayer d'être trop intrusif dans la manière de concevoir le logement.
Mais bon, moi, je l'envisage sur 40 logements. On a un immeuble de 40 ou 60 logements. Il y a un architecte qui fait ce que je vous ai expliqué, hein, et puis les logements sur mesure. Soit les acquéreurs ont des compétences pour le faire, soit il peut y avoir autant d'architectes que de logements, en fait. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est aussi une manière de se concentrer sur des choses essentielles, hein, et qui font justement les aspects environnementaux, constructifs. Et puis le dernier aspect qui m'a beaucoup motivé pour faire ça, c'est que d'arriver à donner un très fort niveau de personnalisation avec des grands espaces extérieurs, c'est peut-être aussi une manière de répondre, de redonner de l'attractivité à des centres denses, c'est peut-être aussi je sais pas, c'est pas suffisant sans doute pour lutter contre l'étalement urbain, mais ça peut être un des outils parmi d'autres. Voilà. Je crois que j'arrive quasiment à la fin de la présentation. Je vois quelques questions. Alors, il y a quelques questions. Vous demandez, pour l'instant, je pense que tu n'as pas encore la réponse, combien de temps les gens comptent rester dans leur logement et surtout, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces logements peuvent évoluer dans le temps? Oui, alors est-ce qu'ils peuvent, dans le concept, oui. Alors, première question, combien de temps ils peuvent rester dans leur logement? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas des logements pour c'est pas un produit d'investisseurs, comme disaient les producteurs. Il n'y a pas d'investisseurs qui sont positionnés en tout cas sur Florac. Donc, c'est plutôt des propriétaires occupants. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Le volet économique, quel est le surcoût, en gros, d'un bâtiment comme ça? C'est le surcoût globalement d'un bâtiment en bois avec des généreux espaces extérieurs. Globalement, là-dessus, on est à 2050 € du mètre carré, ce qui est à la fois cher et pas cher. Enfin, aujourd'hui, ce serait plus cher puisque les prix ont évolué depuis le début du chantier. Mais il y a un coût là aussi qui dépend notamment de la bibliothèque paramétrique, combien d'éléments on a dedans. Et si c'est des fenêtres toutes pareilles, c'est moins cher, hein, ça c'est certain, que quand ces fenêtres sont toutes différentes. Mais globalement, je dirais que le gros du surcoût construction, c'est ça. Après, il y a un coût de maîtriseur qui est beaucoup plus important parce que nous, on a eu en fait une mission complémentaire, mais qui n'était pas vraiment dimensionnée pour faire un travail qui est quand même considérable. Surtout, non seulement on fait le projet plusieurs fois, parce qu'évidemment, on fait un premier projet pour le tester, et on en fait un autre ensuite. Alors là, on a eu le permis modificatif en 5 jours. Donc ça n'a pas été difficile, hein, mais disons, c'est quand même quelque chose. Mais c'est surtout le nombre de tests, le fait sur l'appel international, bon, on a perdu le concours, mais on avait fait des dizaines et des dizaines de tests en façade pour s'assurer que ça fonctionnait bien. Alors les tests, c'est si tout le monde veut la même chose, qu'est-ce que ça donne? Si tout le monde veut la même chose, sauf une personne, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc c'est un travail assez considérable. Et sans compter le travail même si on ne va pas jusqu'à la co-conception avec les habitants, mais faire des logements pour les habitants et les accompagner, forcément, ça prend du temps. Mais même le fait de faire cette personnalisation des volumes habitables, d'ailleurs, c'est assez étrange puisqu'on se confond avec en fait, les architectes de mon agence qui ont travaillé là-dessus ont travaillé avec le commercialisateur. Forcément, ils ont rencontré les habitants, etc., au moment de la vente. Donc là, il y a un surcoût, mais en revanche, nous, j'ai travaillé après sur le modèle économique de ça, et le bâtiment de Flora qui s'est vendu sans but de vente. Alors, la commercialisation, quand ça passe par des commercialisateurs, ça peut coûter très cher. Donc économiquement, le bilan au global, vraiment, on a beaucoup travaillé dessus. Alors, je ne vous le présente pas là parce que c'est beaucoup de chiffres, mais il est globalement bon. Voilà. Le troisième, évolution dans le temps. Alors, Bob, donc quand je dis ouvert, ça veut dire évolutif. Alors, si je prends les schémas que je vous ai montrés, où on avait un poteau-poutre et des façades, donc des FOB, on est bien dans ce cas-là, avec l'idée que dans le temps, les gens peuvent déshabiller, changer les façades. D'un point de vue, évidemment, d'un point de vue pratique, c'est pas évident à faire. Et là, pour le projet de Florac, d'ailleurs, il y a eu une variante sur les façades qui a été proposée au moment, assez tard dans la conception, mais qui était de faire de la façade, non pas FOB, mais MOB. Et donc, c'est une façade qui a des capacités d'évolution puisqu'elle est porteuse.
Ce n'est pas des poteaux qui portent en façade, c'est la façade, donc c'est moins évolutif. Voilà. Mais ça, il faut en tenir compte, justement, au moment de la définition, de façon à ce que quelqu'un qui aurait des idées hyper originales ne fasse pas obstacle ensuite, ou n'ait pas des difficultés à revendre. Voilà. Il y a une dimension à prendre en compte, justement, c'est dans le profil de définition de personnalisation qu'il faut traiter ça. Mais dans l'esprit, c'est de donner à la fois le maximum de liberté et puis de personnalisation. Donc, ça veut dire cette liberté de faire évoluer le logement. Sachant qu'un de mes modèles que je n'ai pas montré, évidemment, c'est le bâtiment haussmannien, puisque je ne connais pas beaucoup de bâtiments qui sont aussi évolutifs que cela. Voilà. Il y a quelqu'un qui a demandé si tu ne penses pas que la perte des concours était liée au fait que les maires, les promoteurs ont peur de perdre la main au niveau des aspects urbanistiques du projet. L'image là. Alors, moi, des promoteurs sur des 10 plus gros promoteurs français, j'en ai 7 qui m'ont contacté. Donc, l'attractivité pour un promoteur, je pense qu'elle est importante. Après, ce que ça engage, c'est une autre chose. C'est-à-dire que ça paraît simple comme ça, et dans la pratique, c'est plus compliqué. Pour des élus, j'ai eu des très bonnes réactions. J'ai pu être invité à 2 concours à Paris grâce à ça. J'étais peut-être à 2 doigts sur un des concours, je n'ai pas montré, mais de pouvoir en tout cas aller loin dans la consultation. Bon, ça n'a pas marché, mais je pense que c'était partagé. Voilà, c'était partagé. L'attractivité pour les élus, je pense qu'elle est forte. Notamment parce que, et pour les aménageurs aussi, elle est forte pour les élus parce que c'est justement des logements plutôt destinés à des habitants réels et non pas à des produits d'investisseurs. Et bon, ça a un côté un peu démonstrateur. Donc voilà. Non, moi je vois ça comme des freins de peur tant que le premier bâtiment n'est pas réalisé. Les gens se disent, mais si vous n'êtes pas en train de raconter des bêtises ou des choses qui ne sont pas réalisables. Il y a une espèce d'effet de sidération, c'est-à-dire que les gens n'y croient pas en fait. Voilà. Et donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi c'est très important le bâtiment qui est en train de se réaliser parce que en fait finalement c'est pas comme ça passe pas, enfin c'est pas si facile que ça, mais on sait le faire. Et puis le premier forcément c'est plus difficile que les autres. Aujourd'hui on capitalise quand même sur cette expérience. Oui, donc tu as dit que le prix de la maîtrise d'œuvre, enfin que le coût pour la maîtrise d'œuvre était important. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir, avec toutes les mises au point que tu as faites, arriver en fait à avoir un système économique au niveau de l'agence plus rentable? Oui. En tout cas, on y travaille, mais aujourd'hui, je suis en train de créer donc une structure d'accompagnement justement pour environner ces projets et faire qu'ils puissent se construire. Je pense que nous-mêmes, uniquement comme architectes, on n'est pas attendu sur la définition très en amont des projets. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais au niveau économique, ça fonctionne pour ce que j'ai dit tout à l'heure, mais également, par exemple, les études de marché sont plus nécessaires puisque les prix, on voit bien, on n'a pas besoin de se poser la question est-ce que le T2 fait 52 mètres carrés ou 45, puisque il suffit de proposer, puis on verra, quoi. Donc, non, économiquement, je pense que ça fonctionne. C'est par contre les process qu'il faut voilà, bien faire comprendre, et puis que les promoteurs intègrent un autre modèle économique. Hein, je pense qu'il y a des situations où ça peut bien fonctionner. En centre urbain dense comme Paris, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas la cible principale parce que déjà plus souvent, donc on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je ne suis pas vraiment attendu là-dessus, même si je sais qu'à un moment, ça avait une attractivité, mais par exemple, sur un endroit comme Florin, justement, c'est un peu une alternative quand même à l'habitat diffus. Ça correspond à une demande. Et puis après, c'est simplement de savoir si les gens ont envie de ce genre de personnalisation ou pas. Donc voilà, c'est nous, en tout cas, quand on a fait nos calculs, ça fonctionne. Voilà.
quand on tient compte de la réduction des frais de commercialisation, de la sécurisation du programme, du fait aussi de pouvoir avoir du foncier. Nous, on a eu plusieurs mairies qui nous ont proposé, un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé à Forac, mais du foncier. Donc, voilà. Les honoraires archi dans le bilan économique du promoteur, c'est pas l'essentiel. Hein. C'est de ton côté. Maintenant, c'est pour toi. Ouais. Et on demande si le prix que tu as annoncé, c'est du hors taxe ou du. Ah, sur taxe. C'est hors taxe. Oui, oui. Mais on a construit 5 bâtiments, donc les autres, ils ne sont pas sur ce modèle. Et je n'ai plus exactement le prix des autres. On a un autre bâtiment en bois, mais c'est de la maison en bande, il doit être dans les 1800 et quelques. Et puis les bâtiments en béton sont un peu plus bas. Et donc voilà, mais enfin, aujourd'hui, des bâtiments en bois, nous, on a des projets en bâtiment en bois en région Île-de-France, c'est aussi cher que ça, voire plus cher. Hein. Donc, sans qu'ils soient sur ce modèle-là. On demande aussi si tu as sensibilisé les futurs habitants à la maintenance puisque les composants sont définis avec eux. Est-ce qu'il y a… Alors, il y a, au contraire de d'autres types de bâtiments, notamment les bâtiments passive house qu'on fait, où là, là, je viendrai de visiter une opération qu'on est en train de terminer avec Link City Astin, où ils n'ont pas fait un livret maintenant, ils ont quelque part dans l'appartement un QR code, et l'habitant clique sur le QR code et il a tout le mode d'emploi du projet, parce que bon, c'est un petit peu particulier. Là-dessus, in fine, il n'y a pas de choses si particulières que ça, finalement. On a des logements qui sont des logements qu'ils auraient pu concevoir dans d'autres circonstances. Simplement, ils ont positionné très, très précisément leurs fenêtres, ils ont dimensionné très, très précisément, ils ont la taille de chambre qu'ils veulent. Mais ça reste, on n'est pas parti sur des personnalisations de décorateurs, par exemple, hein, ou des choses tout à fait atypiques. On est, à part les balcons sur lesquels, oui, c'est un petit peu plus… Mais non, il n'y a pas de mode d'emploi pour vivre dans ces bâtiments. Et est-ce que c'est envisageable de travailler sur de l'existant avec cette manière-là? Ah oui, ça, je suis sûr qu'on peut faire. Oui, ça j'en suis sûr. Je ne l'ai pas fait encore parce que ça ne s'est pas présenté. Mais tout bâtiment en poteau-poutre avec… alors, si c'est des dalles de béton, on fera peut-être moins de duplex. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas eu sur Florac. On n'a pas fait de duplex, mais on n'en a pas non plus dans le permis de construire qu'on a déposé. Donc, ça ne s'est pas présenté comme ça. Non. À partir du moment où on a un bâtiment ouvert qui permet de faire plein de choses dedans, par exemple, des structures d'immeubles de bureaux qui sont obsolètes, on pourrait imaginer une seconde vie. J'imagine. Oui, c'est faisable. Oui. J'imagine, mais il faudrait que je vois précisément. En tout cas, ce serait intéressant. Il y a XQ qui a fait quelque chose d'assez semblable dans un ancien immeuble de bureau transformé en logement. Avec et justement, on demande aussi si en fait, c'est pas aussi transposable au tertiaire. Tout à fait. Tout à fait. Je suis en train de travailler sur un projet comme ça. Tout à fait. Mais de tertiaire, plus de petites entreprises et de petites entreprises, un tertiaire un peu atypique. C'est-à-dire que c'est un tertiaire, c'est pas le bureau en blanc, c'est du bureau pour acquéreurs, là, pareil, hein, qui peuvent être vendus à des PME, des choses comme ça. C'est plutôt quand même pour des gens qui vont rester sur la durée que pour du locatif pur. Et est-ce que tu as des partenaires industriels pour les composants? On a j'ai des contacts, mais pour l'instant, on n'a pas encore développé quelque chose. Mais oui, parce qu'on voit bien que ça fonctionne bien avec la préfabrication. Donc, on est sur cette démarche. Enfin, ça prend son temps. Et à l'inverse, moi, j'ai fait un concours avec Yona Friedman. Le point de départ est identique, mais Yona allait plus loin puisque on donnait les moyens à chacun de faire sa façade avec les matériaux qu'il voulait. Est-ce que tu penses qu'il faut continuer à rester avec le catalogue ou est-ce que il pourrait y avoir même
de l'autoconstruction, un petit peu comme Elemental a prévu un élément complémentaire. Est-ce que c'est envisageable? Oui, absolument. Alors, moi, j'avais réfléchi à ça, mais pas forcément. Plutôt comme j'avais pensé ça pour des pays où on pourrait proposer des alternatives à des bidonvilles. Donc des choses qui sont gérées, on s'occupe de l'essentiel et les gens font ensuite ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, ils le font. Bon, moi c'est vrai que je ne construis pas trop en Amérique du Sud ou en Afrique, donc pour l'instant c'est pas trop. Je ne suis pas allé jusque-là, mais en tout cas à l'origine, je crois que je dois en dire quelques mots dans le livre, il me semble, sur le fait qu'on pourrait laisser, mais cette liberté, disons que les gens puissent construire comme ils veulent, y compris des matériaux de façade et autres, oui très bien, mais si on construit chez nous, il faut garantir quand même, on est quand même dans un ensemble solidaire. Quelque part, si on fait une passoire thermique sur un logement, parce qu'on trouve que c'est vachement bien, là, il va falloir qu'on s'isole des voisins dans ces cas-là. Donc, il faudrait juste prendre des dispositions. Moi, je suis pour le maximum de liberté, hein. Mais quand même, je trouve que là aussi, esthétiquement, en tout cas, oui. D'ailleurs, c'est la couverture du livre, c'est ça. Sauf que j'ai pas mis de la façade en tôle ondulée ou autre. Ça, j'avais vu ça avec Lucien Kroll aussi. Donc, oui, mais l'idée, c'est quand même d'avoir ce contrôle pour que le bâtiment il se comporte bien. Et ça, c'est notre boulot d'archi. C'est à nous, enfin, ça pourrait être le boulot, nous, on pourrait dire non, c'est le boulot des normes. Mais en tout état de cause, il faut à minima répondre aux normes. Et quand on est architecte engagé, forcément, on veut aussi que, par exemple, les dispositifs de ventilation, les dispositifs énergétiques, ils sont quand même contrôlés. Mais pour le reste, il n'y a pas de limite. Si le quartier le permet, l'urbaniste en chef de la ZAC est d'accord pour qu'on fasse des choses très freestyle, il n'y a pas de problème pour moi. Oui, et c'est ce qu'avait montré à la Grande Mare du Pont de Lotz, enfin, le troisième, je ne l'ai plus en tête, c'est que eux avaient justement permis des plans où chaque personne, chaque famille dessinait son plan. Mais après, ils avaient étudié les plans et montré que les pathologies familiales se traduisaient dans les aberrations dans le plan. Or, en fait, toi, ce que tu amènes, c'est justement, enfin, si j'ai bien compris, c'est justement un peu de médiation qui empêche les gens de faire des aberrations, aussi bien au niveau technique qu'au niveau du promoteur, éviter les logements au sud mono-orientés, éviter les plans aberrants chez les habitants. C'est là aussi, pour toi, ta conception de ton apport d'architecte, c'est ça? Pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le conseil. Donc, le conseil, c'est qu'on est des professionnels, qu'il y a des choses qu'on sait. Et si les gens veulent faire des choses absurdes, il faut leur dire. Et d'ailleurs, sur Florac, on avait donné une très grande liberté sur les balcons. Moi, je mettais pas trop, je voulais pas que le bâtiment porte trop justement mon empreinte de moi. Je veux dire, donc moi, j'ai pas participé, je l'ai regretté après, personnellement, à cette phase de co-conception. Parce que justement, je voulais que, par contre, le chef de projet l'a fait de façon très, très méticuleuse en exerçant son devoir de conseil. Mais je voulais vraiment que ce soit les habitants. Moi, je considère que finalement, si quelqu'un vient me voir et me dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, je le fais. Mais a priori, on n'a pas été choisi par l'habitant. Donc, l'habitant, on est dans le logement collectif. Il n'a pas dit je veux travailler avec tel architecte parce que j'avais fait bien sa sensibilité, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un promoteur qui nous choisit. Donc, dans le cas où on ne me demande rien, j'exerce mon devoir de conseil, mais je ne veux pas expliquer comment les gens doivent vivre. Ça, c'est ma position personnelle sur le logement. Mais évidemment, je suis content si on me demande. Mais je n'ai pas ce mandat-là. Je trouve qu'on n'a pas ce mandat-là. Alors que quand on fait une maison individuelle, très clairement, quelqu'un nous appelle pour faire une maison, il attend qu'on soit un peu plus que ce devoir de conseil. Il veut qu'on lui crée un espace de ses rêves, etc. Alors qu'il y a des gens aussi qui arrivent avec leurs propres rêves et je n'ai pas de raison de... Si je sais pas, de leur dire... alors évidemment, oui, des questions, vous allez faire un four parce que vous faites trop de fenêtres. De toute façon, moi, je mets une limite.
Donc, des logements qui créent une surchauffe non contrôlée, ça ne va pas tellement me plaire. Donc là, ça, je vais le dire. Puis même peut-être, enfin, je vais dire que ce n'est pas possible parce que ce sera intégré dans mes règles. Mais sinon, c'est pour ça que j'ai imaginé ces deux trucs que je n'ai pas encore mis en œuvre, cette possibilité de nous prendre, nous, également comme architectes des logements, et dans ces cas-là, on sera des architectes aimés, on sera heureux, ou d'aller chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, parce qu'à la Grande Mare, il y avait, je me souviens, l'exemple de gens qui avaient dessiné leur logement, ça n'était que des pièces commandées les unes aux autres, les unes par les autres, et au fond, il y avait le fils qui était couvé et qui était complètement enfermé, qui devait passer par la chambre des parents, par le séjour. Ça, c'était pas un exemple de plan. Ça, c'est un peu. Il vaut mieux exercer son devoir de conseil très fortement dans ces cas-là. Là, est-ce que sociologiquement, ce qui était l'analyse qui était faite, c'est que la pathologie de la famille, enfin de la façon dont vivait la famille, se retraduisait. D'accord. Oui. Non, on n'a pas eu ça. Donc, non, mais par contre, c'est vrai, je suis parti un peu ailleurs, mais on a eu un cas où, justement, sur ce dessin de balcon, c'est ça que je vais dire que j'ai oublié, en fait, il ne s'était pas rendu compte qu'il changeait de customisation du balcon à un endroit qui n'était pas très bien approprié par rapport à sa fenêtre, etc. Et donc, assez tard, parce qu'on l'a laissé faire, puis assez tard, on a passé les points en revue, puis on s'est dit, ah non, là, quand même, il faut quand même lui demander de nous confirmer que c'est vraiment ça qu'il veut. Et donc, on lui a posé la question, il a dit, ah non, vous avez raison. Voilà. On lui a demandé une confirmation, parce que là, il avait une partie opaque, une partie transparente, et puis c'était au 4/5e du balcon, ça n'aurait pas été beau de chez lui. Voilà. Mais ça s'est arrêté là. Et il y a quelqu'un pose la question de l'incendie de la structure bois à grande hauteur. Comment est-ce que vous avez… Pour l'instant, le premier projet que j'ai montré, c'était l'époque, donc on est en 2017, donc on court à 10 voies, c'était encore assez libre, en tout cas, vous pouvez imaginer plein de choses. Nous, aujourd'hui, on fait 2 bâtiments de 6 étages en structure bois pour le village olympique. Et maintenant, bon, voilà, les planchers sont encapsulés, etc. Donc, on est là-dedans. Ouais. Je vois d'autres questions. Ah oui, j'en vois la taille de la brique de base. La brique, donc c'est la cellule de base. Alors, je vais faire l'analogie avec une guitare. Parce que là, je vous ai montré des plans où on a effectivement une cellule de base. Au tout début, c'était des cellules qui se confondaient quasiment avec des lots. Je n'avais pas fait vraiment la distinction entre les deux. Puis je me suis dit, finalement, si on veut que les gens aient de la liberté, il faut que ce soit assez fin. Donc les cellules, elles peuvent être très petites, mais elles peuvent être aussi petites qu'on veut, puisque de toute façon, pour faire un lot, on va mettre une surface minimum. C'est-à-dire que pour que cette cellule, en s'agrégeant, puisse faire un espace habitable, il faudra que ça fasse au minimum la taille d'un studio, par exemple. Et donc, on peut avoir des cellules de 3 ou de 5 mètres carrés. Et puis, là, c'est là que vient l'histoire de la guitare et du violon. Dans une guitare, on a des petites barrettes. Et puis, ça, c'est comme les cellules. On est dedans, on n'est pas dedans. Dans le violon, on peut jouer très, très finement. Et donc là, maintenant, on est en train de réfléchir. Moi, j'ai un plan qui existe déjà, où les tranches sont aussi petites qu'on le veut. Ça peut être des tranches, je sais pas, 30 cm ou de 10 cm, il n'y a pas de problème, sauf à des angles ou des endroits très particuliers où là, on a des points un peu recul. Et donc là, on peut aller très, 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 très loin. Et évidemment, plus on donne cette finesse, plus on peut avoir une façade, pour le meilleur ou pour le pire, désorganisée ou disons très libre. C'est pour ça que, oui, bien sûr. Et puis après, nous, on le fait avec notre sensibilité. Si d'autres personnes voient ont envie aussi de faire des parcelles rayonnantes ou des choses comme ça, enfin, je pense qu'il n'y a pas de limite, en fait. C'est pas… L'idée, c'est pas du tout de faire une espèce de recette, c'est plutôt une manière d'appréhender le bâtiment, en fait, comme
pour reprendre Palladio, mais non, c'est pas Palladio, si, Palladio, mais Alberti aussi, qui disait que la maison est une petite ville et la ville est une grande maison. Voilà. Donc, c'est de penser ça, c'est-à-dire que l'immeuble, il a cette complexité, il peut en tout cas avoir cette complexité d'une ville. Et en fait, c'est le dialogue avec le promoteur de départ qui va donner ce. Oui. Et peut-être aussi le budget. Parce que plus tu as un pas fin, plus il y a des chances qu'il y ait des modules très différents, plus c'est cher. Oui, mais c'est là que je pense que nous, si je me réfléchis un peu à notre profession et à la manière d'appréhender notre rôle dans le logement, moi je pense que architecte, c'est pas tout à fait suffisant pour ça, parce que le promoteur, il peut pas définir ça. Nous, oui. C'est-à-dire qu'on pense des manières d'habiter, c'est notre boulot. Et moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse un petit peu nos frontières professionnelles et qu'on aille un peu plus loin. C'est pour ça que là, je ne sais pas si ça va aller vers l'AMO, mais quelque chose qui est un peu au-delà de nos missions traditionnelles, parce que la définition même de ce type de bâtiment, c'est pas une question esthétique, c'est vraiment une définition c'est le projet, quoi. C'est la décision du projet au sens d'un projet immobilier. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment, il ne faut pas qu'on reste dans notre coin. Voilà. Enfin, c'est mon idée, là, je ne l'ai pas réalisée encore. Hein, donc c'est parce qu'il y a aussi ça. C'est ce que la question qu'on se posait il y a 30-40 ans, de la coordination dimensionnelle, même qu'a posé Corbu avec le modular. Oui. Le modular, c'est un très bon outil pour faire ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu retournes toujours sur tes pattes. Et c'est ça qui est génial avec le modular. C'est toujours sur tes pattes. C'est un truc rythmique, moi j'adore. On peut très bien concevoir justement cette liberté justement sur le modular ou n'importe quel système au nombre d'or ou autre. Hein. Mais oui, c'est ça. Complètement là-dessus. Normalement, on a répondu à toutes les questions. Juste, je vois la question. Pourquoi je dis que c'est pas un habitat participatif ? Oui, pardon. Oui, pourquoi c'est pas un habitat participatif ? Si, c'est un habitat participatif, en fait. Mais quand on pense habitat participatif, ça fait souvent référence à une participation un peu collective. Alors que moi, la participation collective, j'en suis ravi. Je crois qu'il y a eu un peu de démarche participative sur Florac pour les espaces communs, et notamment il y a un rooftop dont je n'ai pas parlé, mais c'est juste que la participation, comme elle est, je n'en parle pas trop ce vocable, parce que comme elle est individuelle, ça peut prêter, au départ en tout cas individuelle, ça pourrait prêter à confusion. C'est pour ça. Mais effectivement, ça implique une participation de l'habitant. Est-ce que c'est participation ou c'est pas plutôt implication dans ce cas-là ? Oui, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être... moi, j'ai mis sur mesure, mais il n'y a pas de mot sur mesure, on participe parce qu'on définit un peu, quand on fait faire quelque chose sur mesure, on définit ce qu'on veut. La participation, c'est un peu plus loin. On va un peu plus loin dans cette définition, probablement. Donc, je pense que c'est assez ouvert. Dans un projet avant conception, il y a des espaces communs. Alors oui, les habitants, ça va avant la phase conception. Là, ce n'est pas le cas. Puisque le permis de construire, on peut le déposer avant qu'il y ait des habitants. Et il y a des espaces communs, ben oui, théoriquement, voilà. Et le bâtiment est géré par les habitants. Voilà, ça peut se terminer par une copro normale. Hein. C'est possible, mais ben, voilà, c'est les trois conditions, c'est ça. Avant la conception, là non. Avant le projet, le permis de construire modificatif, mais ça n'intervient pas avant. Et les espaces communs, pour moi, il y a une partie d'espaces communs qui peuvent être déterminés ou votés ou conçus avec des groupes d'habitants. Et puis cette gestion, a priori, oui ou non, ça dépend des cas. Là, par exemple, le bâtiment de Florac, je crois qu'il y aura un syndic normal, quoi. Ça devient une copro normale à l'arrivée, finalement. Mais on peut faire autre chose avec, mais ce n'est pas la condition nécessaire, en tout cas.
Voilà, est-ce que j'ai fait le tour de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Alors, j'entendais quelqu'un qui prenait la parole. Moi, j'ai une question. Sinon, on en a un petit peu parlé, mais en termes de réversibilité, d'utiliser le bâtiment comme de changer le bâtiment de logement en bureau, est-ce que c'est des choses qui sont possibles, envisageables, ou pas forcément? L'idéal, c'est l'idéal, ça, puisque évidemment, la réversibilité, donc là, nous, on travaille un peu sur ce sujet en ce moment. C'est aussi, c'est évidemment, comment dire, pour faire des bâtiments réversibles, il faut arriver à trouver des caractéristiques communes. Maintenant, je pense que le bureau, il est en train de se réinventer complètement. Donc, on ne fait pas des bâtiments de logements réversibles bureaux sur des modèles de bureaux d'hier, je pense. Mais puisqu'on va peut-être, enfin, en tout cas, il y a une tendance vers ça, vers des immeubles de bureaux peut-être un peu plus étroits, avec d'autres qualités des espaces extérieurs, etc. Donc, à partir de là, oui. Le seul obstacle à ça, c'est que dans un permis de construire, je crois qu'il faut dire si on fait du logement ou du bureau, mais il y a eu des exemples, comment ils s'appellent, c'est des architectes qui ont travaillé là-dessus sur des immeubles complètement indéterminés. Donc, c'est tout à fait possible. Patrick Rubin. Patrick Rubin, exactement, je pense que c'est Patrick Rubin. Donc, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Hein. Comme ça, oui. Oui. Mais il se trouve que j'ai commencé avec le logement. Mais d'ailleurs, la différence, justement, le livre s'appelle Habitat ouvert et sur mesure, et le concept, je l'ai développé sous le terme de bâtiment ouvert et sur mesure, justement pour laisser aussi cette ouverture possible. Là aussi, bâtiments qui résistent, comme les bâtiments haussmanniens, c'est des bâtiments qui ont résisté aux épreuves du temps, je veux dire, sont des bâtiments qui peuvent accueillir indifféremment du logement ou du bureau. Petite unité, R+2, R+3, 12 à 20 logements. Moi, quand je l'ai présenté, on m'a dit plus c'est gros, plus c'est intéressant. C'est la question juste, je l'ai lu pour. Est-il adapté aux petites unités R+2, R+3, 12 à 20 logements? Je ne l'ai jamais testé sur R+2, enfin si, R+3, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est Florac, donc ça fonctionne. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. C'est plus simple quand c'est plus petit. C'est peut-être moins, disons que on pourrait, par exemple, ce que j'ai pas proposé sur Florac, mais que j'ai développé sur 2 concours, c'est de dire que les 2 derniers niveaux, les habitants peuvent sculpter également la forme de leur enveloppe de bâtiment, et notamment le bâtiment sur Rennes, où c'est 2 blocs qu'on avait proposés, mais en laissant la possibilité d'en faire 3, de faire des villas sur le toit. Évidemment, on pourrait trouver une manière de faire quasiment de l'habitat intermédiaire sous une autre forme. Ça, on y réfléchit, mais on n'a pas de réalisation pour l'instant là-dessus. Et en revanche, c'est vrai que pour traiter de la grande échelle, c'est évidemment c'est intéressant parce que ça permet de faire des choses assez variées avec une expression individualisée. Donc ça permet d'éviter de faire des bâtiments dans lesquels on donne l'impression que les gens vivent dans des petites cases. Ou une autre chose que je déteste, moi, c'est de faire moi-même des choses un peu, de créer une variété de façon artificielle. Moi, je fais des choses plutôt régulières en général. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai plutôt pensé au départ comme quelque chose pour des grands logements. Mais par rapport à ce dont tu parlais, c'est-à-dire des bâtiments qui seraient partiellement autoconstruits, là, pour le coup, je pense que ça s'adapte plutôt à des bâtiments R+2, R+3 assez horizontaux, ce qui n'empêche pas qu'ils puissent être assez grands. Et là, oui, je pense que ça peut fonctionner. Encore des questions? Peut-être que tu peux départager l'écran. Pardon, oui. Alors, pouf, je quitte le mode. Non, c'est pas ça. Arrêtez le partage d'écran.
C'est où ça? Non, mais c'est bon, j'avais déjà arrêté hein, le partage d'écran, tout va bien. Ah, tu l'as déjà arrêté. Bon, très bien. Oui. C'est bon. Bah, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. C'était, je pense, très riche. Et puis en plus, tu as répondu à toutes les questions pendant la présentation en même temps. Donc, je pense que c'était très bien. Je vois que bon, voilà, les gens remercient aussi dans le chat. Et félicitent d'ailleurs. Voilà, moi, il y aura une petite recension de tout ça sur le site de l'ICEB. Tu pourras nous envoyer peut-être la présentation ou une partie, enfin ce que tu as envie de nous envoyer, mais comme ça on pourra aussi le mettre en ligne. Je ne vous enverrai pas tout, c'est très long, hein. Il y a beaucoup de slides, mais je peux vous en envoyer une partie, oui. Enfin, en tout cas, oui, ce qui est diffusable, hein, bien sûr. Oui, il faut associer dans le livre, parce que sinon personne ne va lire le livre. Voilà. Et du coup, oui, aussi le lien vers le livre, d'ailleurs, on le mettra également. Je sais pas si le livre là, c'est assez complet, mais il est rapide à lire et c'est intéressant d'y revenir. Voilà. Eh ben, merci encore. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on se dit à bientôt pour un nouvel ICEB Café en avril. Je ne sais pas encore très bien quand, je crois que c'est le 11 avril. Et le thème sera bientôt communiqué. Voilà, merci encore Pascal. Et puis, merci Pascal. À très bientôt. Merci à tout le monde.